Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cette rencontre organisée par le Club Suisse de la Presse, dont je suis la directrice, et le CFJM à Lausanne, que nous remercions pour son accueil. Alors, nous lui devons beaucoup, à celui que nous recevons ce midi, nous lui devons beaucoup en tant que lecteur, en tant que citoyen, en tant que journaliste aussi, en 50 ans de carrière, du quotidien Rouge à Mediapart, en passant par Le Monde, il a inspiré nos vies, a contribué à transformer le paysage médiatique francophone. Cette maison qui forme les journalistes de demain est forcément sa maison. Il publie son 28e livre, Le Jardin et la Jungle, sous-titré Adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Il a quitté ce printemps la direction de Mediapart, 16 ans après l'avoir fondée. Merci d'accueillir Monsieur Edwy Plenel. Merci. Merci de votre accueil et de votre invitation. Oui, alors bonjour, bienvenue Edwy Plenel. Alors comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes en chemin pour Sierre, en Valais, où vous participez aux rencontres Orient-Occident. À 17 h, vous êtes en dialogue avec un philosophe franco-marocain, Ali Ben Maklouf. D'ailleurs, vous avez été entre 2008 et 2015 professeur associé à l'Académie du journalisme et des médias AJM de l'Université de Neuchâtel. Alors, en Suisse, vous êtes donc en terre familière. Quel regard personnel, journalistique, posez-vous sur notre beau pays? Ce n'est pas un regard de connaisseur, c'est un regard comme personnel. Mon père a fini ses jours ici et ses cendres sont dispersées au cimetière de Lausanne. Ce n'était pas un retraité fiscal, je vous rassure, c'était une histoire d'amour. Et il m'a toujours dit, il me dit, tu sais, après une vie assez tumultueuse le concernant d'exil, il m'a dit, tu sais, ce qui est bien en Suisse, c'est qu'on met quand même à distance un peu les tracas du monde. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vivait au bord du lac. Ce n'est peut-être pas la réalité. Les rires parlent pour la Suisse. Alors nous allons échanger durant 45 minutes environ, et puis on ouvrira la discussion avec vous, madame, messieurs, dans la salle. On va parler de ce nouveau livre, de Mediapart et du journalisme, et puis de vous aussi, bien sûr. Et puis effectivement, vers les 13h30, vous filerez prendre votre train pour continuer vers le Valais. Alors, ce livre, vous publiez, c'est donc celui qui apparaît là devant vous, vous publiez donc Le Jardin et la Jungle, Adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Non, du monde. Du monde, pas d'elle-même. Du monde, aux éditions de la Découverte. Ah, mais c'est aussi sur, on verra sur l'image. Oui, voilà. Le point de départ du livre, c'est le discours de Josep Borrell, donc chef de la diplomatie européenne, qu'il a prononcé, c'était quelques mois tout juste après l'invasion de l'Ukraine. C'est un discours qui voulait dénoncer le refus du droit international et des règles communes, notamment de la part de la Russie. Mais Borrell prononce ces mots, l'Europe est un jardin, mais la plus grande partie du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait envahir le jardin. Alors ces mots ont provoqué de très grandes réactions dans le monde entier, et puis dont l'une d'entre elles est maintenant ce livre. Alors qu'est-ce que cette phrase a fait naître en vous de sentiments et d'émotions et suffisamment forts pour que vous y dédiez un essai entier? Josep Borrell n'est pas n'importe qui. Il a été président du Parlement européen, il a été ministre des Affaires étrangères espagnol. Et donc, il termine là, juste à l'instant, pendant ces jours-ci, son mandat de commissaire européen aux Affaires étrangères. Et donc, il y a 2 ans, quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à Bruges, en Belgique, il fait un discours inaugural d'une académie de formation des diplomates européens. Et il tient ce discours qui n'a pas suscité tant de réactions que cela sur le moment, qui m'a sidéré, connaissant son itinéraire personnel et un peu ses convictions. En effet, vous l'avez résumé, il dit voilà, l'Europe est un jardin, un joli petit jardin où tout fonctionne, tout autour c'est la jungle risque d'envahir le jardin, mais alors comme c'est un social-démocrate, socialiste espagnol, il a quelques précautions, il ne veut pas faire des grands murs avec des barbelés, et donc il dit non, il faut que les jardiniers européens aillent se projeter dans la jungle. Ce discours, dès que j'en ai pris connaissance, m'a stupéfait, puisque ce sont les lieux communs. D'ailleurs, il y a un livre d'un néoconservateur américain, Robert Kagan, qui avait déjà utilisé cette image-là. Bon, connaissons ça par cœur, hein, c'est l'idée qu'il y a
des civilisations qui sont un peu propriétaires du bien, du beau, du juste, et le reste, ce sont les barbares, c'est la jungle, ce sont les bêtes sauvages, et nous savons d'expériences vécues, mais hélas aujourd'hui répétées, combien ces discours-là peuvent nous aveugler. Alors, le problème pour M. Borrell, c'est que quand il dit ça, en effet, la loi de la jungle à laquelle il pense, c'est la loi du plus fort de M. Poutine, du nouvel impérialisme russe qui viole toutes les règles et envahit un pays souverain. Le problème, c'est qu'un an après, et c'est toute la musique de mon livre, qui lui-même, dans l'écriture, a été fracassé par cet événement, eh bien, le discours de M. Borrell, et il en est navré lui-même, il le dit, a été contredit par le double standard. C'est-à-dire qu'au fond, tout d'un coup, le jardin, la jungle, où est-elle? Et évidemment, on peut se dire qu'elle est du côté des massacres et des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par le Hamas le 7 octobre, évidemment, contre les populations civiles israéliennes. Mais dans la suite, c'est aussi la guerre de vengeance menée par les actuels dirigeants de l'État d'Israël, avec cette idée de barbarisation de l'autre, puisque le ministre de la Défense a tout de suite dit, en légitimant le siège de Gaza, plus d'eau, plus de nourriture, on peut les affamer et détruire ce lieu de vie. Il a dit, nous sommes face à des human animals, des animaux humains, hein, donc c'est bien ce discours qui, dans l'idée d'une supériorité, en vient à barbariser l'autre. Et donc, il a été fracassé puisque cette image du jardin et de la jungle, et on est au cœur de notre actualité et de comment essayer de la penser hein, et de l'affronter, est une image très fréquente dans le discours des dirigeants israéliens. Ils décrivent Israël comme une villa dans la jungle, une villa assiégée par la jungle. Et évidemment, on est au cœur de ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, là où il y a une légitimité de l'État d'Israël, que nous avons tous voulu en 1948, les vainqueurs du nazisme, pour que les Juifs du monde entier aient un endroit où ils puissent vivre en sécurité, se retrouver dans un lieu où, au fond, ils sont le moins en sécurité du monde, puisque, au fond, en guerre permanente avec leur environnement. Donc on est au cœur de questions que j'essaye d'aborder, y compris en convoquant toutes sortes d'auteurs, y compris il y a un très beau texte que je cite à un moment qui est paru dans Haaretz, dans le quotidien israélien, qui sauve pour moi l'honneur de la démocratie et de la presse israélienne, qui est paru en 67, au moment où se crée cet engrenage hein, de la colonisation, de l'occupation des territoires. Et donc voilà, autour de cette image du jardin et de la jungle, j'essaye. C'est pas l'Europe dont je parle n'est pas l'Europe institutionnelle, hein, c'est notre civilisation, notre continent. C'est au-delà d'elle l'Occident, c'est-à-dire cette création politique. Hein, la projection de l'Europe sur le monde a créé une réalité politique qui s'appelle l'Occident. Et j'essaye de nous inviter à nous dire comment sortir justement de cet imaginaire de puissance, de domination, qui, à mon avis, est celui qui ne créera pas de digue contre d'autres horreurs, contre d'autres bêtes sauvages. Et au fond, plus on ira dans cette direction-là, plus on est dans un engrenage fatal. Ce que nous vivons depuis un an entre nous me fait penser, à l'époque je dirigeais la rédaction du Monde, et j'ai fait en sorte que le Monde ne tombe pas dans le piège dans lequel est tombé le New York Times et le Washington Post, à ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001. Vous vous en souvenez, un mensonge médiatique, c'est bien ce qui s'est passé. Et sur la base de ce mensonge médiatique, avec un aveuglement idéologique, les États-Unis d'Amérique ont été détruire un pays qui n'avait rien à voir avec Al-Qaïda, comme la population palestinienne tout entière n'a pas à voir avec le Hamas, elle est autrement diverse. Et du coup, on a détruit un pays, on a détruit une société et on a fait surgir d'autres bêtes sauvages, en l'occurrence l'État islamique. Et on a, loin de résoudre les problèmes de la région, on a continué à déstabiliser la région. On n'a pas fait du tout réduire la puissance iranienne, qui au contraire s'est développée à cette occasion. Et donc, c'est cet engrenage hein, où on arrive dans une situation de guerre sans fin. Et pour moi, c'est là où j'ai voulu
invité à penser tout cela, puisque le monde nous regarde. Le discours de M. Borrell, M. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, figure de la diplomatie soviétique et pas seulement russe, il s'en est emparé à l'Assemblée générale de l'ONU. Il a dit « Regardez comment il vous voit », c'est un discours colonialiste. Donc la puissance russe essaye évidemment de fédérer le ressentiment du monde contre une Europe qui ne tient pas à égalité ses principes, à une logique de double standard, à une logique qui est vue comme hypocrite, qui manque de sincérité. Et donc j'ai voulu me poser cette question où derrière ce discours au fond sincère de M. Borrell, il y a cet imaginaire de puissance, et c'est le livre amène à cette conclusion. Je pense qu'il faut se défaire à tout point de vue de cet imaginaire de puissance dans le monde dans lequel nous sommes, dans un monde interdépendant qui appelle de la précaution, qui est fragile. Hélas, dans la fin de ce livre, ça fédère au-delà des questions géopolitiques, toutes sortes de questions, les questions écologiques, les questions du tout vivant du monde. Je pense encore une fois que cet imaginaire de la puissance est un imaginaire conquérant, qui peut avoir une efficacité immédiate, ne serait-ce que par la force militaire. Mais en fait, cette raison du plus fort est aussi une déraison politique. Et elle aboutit souvent à non pas résoudre les problèmes du monde, mais à les aggraver. Mais ce discours voulait d'abord et aussi dénoncer justement le refus du droit international et des règles communes par certains pays. Donc, sur le fond, c'est un discours plutôt à saluer. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est inaudible, que ce soit l'Europe officielle, l'Union européenne ou l'Europe symbolique, géographique, n'arrive pas à ne peut que constater son impuissance absolue à faire respecter ce droit international. Il faut bien comprendre ce qui est en jeu dans tous nos pays aujourd'hui et dans le monde entier. D'ailleurs, tout ça a différents visages. En 1948, dans la foulée de la catastrophe européenne, avec des montagnes de cadavres, nous avons pris conscience qu'on ne pouvait pas faire confiance aveuglément à des États, à des nations et à des peuples. Qu'un État, une nation, un peuple aussi civilisé, aussi développé, aussi éduqué soit-il, peut sombrer dans la barbarie. Que la civilisation proclamée n'est pas une antidote à la barbarie. C'est bien l'énigme européenne du fascisme et du nazisme. Comment des gens qui pouvaient écouter du Mozart et jouer du violon, lire Nietzsche, lire les romantiques allemands, ont pu accompagner et être les acteurs, les théoriciens, puisqu'il y avait des diplômés, les premiers, la Shoah par balle, avant qu'elle soit industrielle, on le sait, les Einsatzgruppen, c'était des jeunes diplômés d'universités de droit très développés qui ont fait cette extermination terrifiante qui a précédé l'extermination industrielle. Donc comment la barbarie arrive dans la civilisation? Je le dis dans ce livre, je rappelle qu'un film qui a été primé à Cannes en 2023, La zone d'intérêt, que vous avez peut-être vu, et qui est fait à partir d'un témoignage réel, une histoire vraie, c'est l'histoire d'un jardin, et avec une dame qui s'occupe de son jardin où tout fonctionne. C'est Madame Heuss, cette dame. Et ce jardin, c'est le jardin de la maison du commandant d'Auschwitz, son mari. Et derrière, il y a des murs, il y a des barbelés, et c'est notre jungle. Notre jardin, où tout fonctionne, peut produire des jungles. Donc, de ce moment de stupéfaction, de sidération, ce moment qui amène juridiquement à concevoir le droit international et des notions juridiques tout à fait inédites. La notion de crime contre l'humanité, la notion de génocide sont inventées à ce moment-là. La Cour internationale de justice est inventée à ce moment-là. Et donc, il y a un sursaut où on se dit, comme le dira et l'expliquera le principal rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée à Paris à la fin de l'année 1948, qui est René Cassin, qui est un juriste, une figure du judaïsme laïque français, et qui était un compagnon du général de Gaulle à Londres. Et il dit, voilà, oui, on ne peut pas faire confiance aveuglément aux nations et aux États. Donc il faut qu'il y ait au-dessus des nations et des États des principes
universel et surtout universalisable. On sait bien que tous les pays vont avoir des tentations de puissance, mais ne vont pas forcément les respecter. Mais il faut qu'il y ait ces principes pour qu'on puisse leur opposer, pour qu'on puisse construire un droit commun. Ce qui est en jeu aujourd'hui, de M. Poutine à M. Netanyahou, mais je pourrais mettre les mollahs iraniens, je pourrais mettre les talibans afghans, je pourrais mettre le suprémacisme hindouiste de M. Modi, je pourrais mettre la puissance chinoise et je pourrais mettre M. Milley en Argentine, je pourrais mettre M. Trump aux États-Unis. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le retour dans le monde entier de forces politiques, de forces étatiques qui considèrent qu'il n'y a qu'une seule loi juste, c'est ce qui est bon pour leur peuple, pour leur État, pour leur nation. Et qu'il n'y a pas de droit international. Je le dis à la fin du livre, il y a un livre qui a théorisé ça, qui est la Bible des néoconservateurs américains autour de Trump, qui est la Bible de M. Orban en Hongrie, et qui est la Bible de M. Netanyahou, puisque son auteur est un américano-israélien, Yoam Hazony. Ça s'appelle « Vertu du nationalisme ». Donc il n'y a qu'une règle, c'est ce qui vaut pour ma nation, pour mon peuple, pour mon État. Avec évidemment, dans ces cas-là, la tentation de donner à la nation, au peuple, une identité dominante, une identité de référence, une identité où se glisse le suprémacisme d'une certaine identité. Et donc, ce qui est en jeu dans notre monde aujourd'hui, et c'est ce que nous disent à peu près toutes les personnes qui sont sur le terrain du droit international, du secrétaire général des Nations Unies aux responsables de toutes les agences de l'ONU et aux agences humanitaires. Voilà, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la fin de cela. Et ils voient s'installer avec des mots simples, parce que c'était mon précédent livre, la catastrophe arrive par des mots, comme l'ont bien raconté Gustave Le Bon ou ensuite Victor Klemperer. Ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Phrase simple à laquelle vous pouvez ajouter une autre phrase que je rappelle dans le livre, qui est, dont je vais vous dire l'auteur après, qui est de dire, les deux sont du même auteur, qui est de dire, nous récusons dans notre projet politique la notion libérale d'individu. Il n'y a pas d'individu, donc il n'y a pas de libre arbitre. Vous êtes assigné à résidence, à votre origine, à votre condition, vous ne vous émancipez pas. Donc il n'y a pas la notion libérale d'individu, et ce sont des phrases d'époque. Cet auteur dit « Nous récusons aussi la notion, dit-il, marxiste d'humanité. Il n'y a pas d'humanité commune, il n'y a pas d'hommes. Il y a des hommes, des femmes, des Français, des Allemands, des Suisses, il y a des identités. » Et il dit « Voilà, pour nous, non, il n'y a qu'une seule notion qui vaut, c'est le peuple défini par la terre et le sang, où il s'enracine et d'où il vient, la lignée. » Et il termine et il dit « Ce sont des mots simples, mais leurs conséquences sont incommensurables. » Les deux phrases, ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Et celle que je viens de vous dire, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a qu'un peuple enraciné et les conséquences sont incommensurables. L'auteur ne savait pas combien sa prédiction allait se réalité. Ces deux phrases sont d'Hitler dans Mein Kampf. Ce sont des mots simples. Et vraiment, nous devons prendre conscience, en sortant de nos indifférences et de notre confort, et en tenant tous les bouts. C'est pour ça que j'ai bien souligné combien on ne doit pas avoir un aveuglement et ne pas voir les massacres des uns et les atteintes aux droits humains des autres. C'est pour ça que je dis, et j'ai fait un précédent livre sur l'impérialisme russe et sur l'invasion de l'Ukraine. C'est pour ça que je dis que soutenir aveuglément ce que fait M. Netanyahou depuis un an, c'est offrir le plus beau cadeau de but de guerre à M. Poutine, puisque c'est la mise en cause du droit international et de ses règles communes. Eh bien, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire, si on s'habitue, on s'accoutume, ben on s'accoutume à un monde où, en effet, il n'y a plus de règles communes. Vous en avez un symbole. Un État membre des Nations Unies a décidé que son secrétaire général était désormais persona non grata, n'avait pas le droit de rentrer sur son territoire. C'est M. Guterres qui est banni par les actuels dirigeants de l'État d'Israël.
Et donc, et ça va même jusqu'à aujourd'hui au Liban, où on commence à avoir des protestations sur la FINUL, hein, la force des Nations Unies au Liban, qui se trouve attaquée. Justement, que peuvent faire les institutions, l'ONU, l'Union européenne, qui semblent aujourd'hui résister tant bien que mal, alors avec ce paradoxe immense qu'on a un Orban à la tête aujourd'hui de l'Union européenne, que peuvent faire ces institutions? On voit qu'elles font le constat de leur impuissance, mais quelle réponse amener face à effectivement des chefs d'État qui ne tiennent plus compte de rien en termes de leur participation même à ces organisations internationales ou du droit international. Mais c'est là où on est devant un vrai défi qui peut-être nous obligera à passer par toutes sortes de drames avant d'aboutir. Il faut arriver à défaire le lien qui fait que ce droit international dépend des États, est soumis aux États. C'est le problème du Conseil de sécurité et du droit de veto. Le droit de veto américain au Conseil de sécurité empêche une logique commune. Et l'aveuglement actuel américain dans le soutien, parce qu'il suffirait que les livraisons d'armes américaines à Israël arrêtent pour que s'arrête cette offensive. De la même manière, regardez l'Union européenne. L'Union européenne, elle est bloquée. Mon pays, la France, n'a pas le courage de faire comme l'Espagne. Évidemment que l'acte symbolique de reconnaissance de l'État de Palestine devrait être fait. C'est un acte symbolique, mais c'est une façon de dire à égalité. L'Espagne actuelle le fait avec d'autres pays européens, mais il n'y a pas une dynamique commune à l'échelle de l'Union européenne sur ce sujet, et j'ai bien peur que ça s'aggrave. Derrière, il y a une question très douloureuse pour nous, Européens, qu'il faut affronter. 1948, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la reconnaissance de l'État d'Israël. Évidemment, une reconnaissance légitime par l'ensemble des pays vainqueurs du nazisme à partir du foyer national juif présent en Palestine et du mouvement nationaliste qui est le mouvement sioniste. Le problème, et c'est notre responsabilité à nous, Européens, au départ, on ne répare pas un crime en laissant se commettre une injustice. Nous avons projeté notre faute sur le dos d'un autre peuple, le peuple palestinien. Et nous ne nous sommes pas occupés de régler ce problème. Et de manière très flagrante depuis 1967, où Israël est rentré dans cette logique tout à fait désastreuse, qui est la logique coloniale, la logique de la dépossession des terres, de la colonisation. Il y avait certes eu la Nakba, il y avait certes eu la dépossession au moment de la création de l'État d'Israël, mais là, tout s'est aggravé, et y compris dans le débat politique israélien, a créé la naissance de ces forces politiques qui veulent un grand Israël et qui flirtent, pour le dire très clairement, pour certaines sont carrément d'extrême droite, l'origine ne protège de rien, sont racistes, veulent une épuration, veulent chasser les Arabes, y compris la part arabe de la population israélienne. 20% des citoyens israéliens sont des Palestiniens et sont dans une logique d'épuration ethnique, de destruction de l'autre. Et donc, nous n'avons pas, nous Européens, nous n'avons pas, nous nous sommes déchargés, je dirais, à bon compte de notre propre faute. Et pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est de voir les dirigeants de la République allemande, de l'Allemagne, dire que le soutien à l'État d'Israël relève de la raison d'État. J'ai fait un article 15 jours après le 7 octobre, Israël-Palestine, la question morale, où j'explique, d'une part, et ça concerne évidemment les actes du Hamas, par rapport à ceux qui disent c'est un acte de résistance. Oui, c'est un acte de résistance, mais désolé, la fin ne justifie pas les moyens. C'est un acte qui discrédite la cause palestinienne par son mode d'action choisi et par la façon dont ça a créé, évidemment, en retour, une menace existentielle pour l'État d'Israël. Donc ça a amené encore une réaction pire, et puis c'est évidemment un acte condamnable. Je rappelle d'ailleurs dans cet article que l'ANC sud-africaine avait fait une autocritique, celle de Mandela, sur des actes terroristes qui avaient été commis sur des civils. Mais surtout dans cet article, je dis tout soutien inconditionnel est un aveuglement. Aucune cause ne légitime le soutien inconditionnel.
Ou autrement, on en revient à l'époque de l'aveuglement des communistes du monde entier sur l'Union soviétique. Il ne fallait rien dire. Donc il fallait ignorer le goulag, croire que Katyn avait été commis par les nazis, accepter les mensonges des procès de Moscou. C'est une régression démocratique que dans notre continent, des dirigeants politiques puissent parler de soutien inconditionnel. Le soutien inconditionnel n'existe pas. Il n'y a que des soutiens critiques, il n'y a que des soutiens lucides. Et donc, on est au cœur d'une question qui nous interpelle. On voit très bien dans le débat européen qui nous traverse sur la renaissance de l'antisémitisme. Et oui, bien sûr que ce contexte facilite une renaissance de l'antisémitisme. On voit très bien qu'en même temps, il y a une façon de se décharger à bon compte de tout cela. Et je fais tout un chapitre, au passage, sur une expression que vous entendez, y compris, je suppose, dans le débat suisse, qui est « on parle maintenant de civilisation judéo-chrétienne ». On prend les Juifs avec nous, et puis on oublie qu'il y aurait eu des Arabes et d'autres histoires dans notre continent, y compris des musulmans européens. Je vous rappelle la Yougoslavie et la Bosnie. Il y a eu des crimes contre l'humanité, et c'était une longue histoire d'un islam européen divers et varié. C'est une imposture, cette histoire de civilisation judéo-chrétienne. C'est-à-dire que 2000 ans de persécution où, à partir du moment où le christianisme a conquis le pouvoir, sous Constantin, sous l'empereur Constantin, il a tourné le dos à sa source juive. Il a inventé cet anti-judaïsme chrétien avec la figure fantasmée de Judas parmi les apôtres. Et du coup, devenu église de pouvoir, il s'est retourné contre, y compris ce qu'avait de révolutionnaire sa source juive dans l'histoire de Jésus-Christ. Et donc, nous devons regarder en face que l'antisémitisme moderne, il est évidemment né, je rappelle tout le travail qu'avait fait un formidable historien français, Jules Isaac, le créateur, après la Shoah, après le génocide, des amitiés judéo-chrétiennes. Oui, bien sûr qu'il fallait regarder en face la façon dont l'antisémitisme moderne, ce cœur du racisme idéologique, est né sur ce fond d'antijudaïsme chrétien. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que voilà, on se fait une construction légendaire qui est une façon d'embarquer notre propre faute, notre propre crime, sans en tirer toutes les conséquences. Les conséquences, et j'en termine sur ce point, je rappelle, puisque je parlais de la question coloniale et de 67, comme l'a expliqué Hannah Arendt très tôt, le nazisme est un colonialisme, est un impérialisme colonial. L'Allemagne, privée de son empire colonial après sa défaite de 1918, le nazisme se construit en Europe, retourne contre l'Europe la logique coloniale de la projection de l'Europe sur le monde, avec en son cœur la destruction des Juifs et des Tziganes, mais pas seulement. Les Slaves devaient être mis en esclavage. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des hiérarchies, des civilisations, comme nous avons projeter cet imaginaire sur le monde, non pas vous, les Suisses, mais d'autres nations européennes, en se projetant comme un empire colonial. Et donc, il faut déplier tout ça pour arriver à voir clair dans le monde dans lequel nous sommes. C'est un livre très inquiet. Où nous voyez-vous si ces mouvements nationalistes, cette escalade de violence continue, si l'Europe continue à s'affaiblir, où nous voyez-vous, ne serait-ce que dans 5-10 ans? J'ai coutume de dire que les journalistes doivent être interdits de futur, ils ne doivent pas prédire l'avenir. Pourquoi? Parce que s'ils commencent à prédire l'avenir, ils ne voient pas l'inédit, l'inattendu. Qui arrive, et donc il vaut mieux être dans les misères du présent. C'est un livre inquiet, mais moi je me suis fait un mantra, formule personnelle, qui est l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. Je pense que c'est pas en se payant de mots, c'est plutôt en regardant ce qui ne va pas qu'on arrive à trouver des solutions. Ce qui m'alarme dans l'immédiat, c'est que tant que cette machine n'est pas arrêtée, et c'est la responsabilité de nos gouvernants qui ne font pas le job, pour moi, pour le dire très clairement, et je pense que tous les humanitaires, et il y en a beaucoup en Suisse, et tous les gens qui sont du côté des organisations internationales le savent. D'ailleurs, les Nations Unies sur les droits humains siègent ici dans votre pays. Je pense que ce qui me terrifie,
c'est que de cet engrenage ne peuvent ressortir que le ressentiment. Ça ne peut que créer un backlash. Ce que nous avons eu, quand je vous rappelle 2001, et nous en avons payé le prix fort avec les attentats en France. Et c'est ça qui m'inquiète. Je vois, regarde, la France est très aveugle actuellement avec ses dirigeants actuels. Pendant la présidence de M. Macron, à part pour l'instant le Tchad et la Côte d'Ivoire, l'ensemble des pays africains qui dépendaient un peu de la zone impériale française sont tombés du point de vue français. Hein. Donc des coups d'État militaires ont eu lieu à répétition, fédérant un sentiment anti-français sur la base de l'échec de la lutte contre le djihadisme, parce qu'il n'y a pas de réponse politique à ce qui se passe dans le Sahel, qui est lié aussi à une crise de la modernité des populations touareg. Et donc, faute de réponse politique, il y a une intervention militaire qui devient de plus en plus comme une intervention extérieure, coloniale ou néocoloniale. Du coup, des militaires s'en emparent, fédèrent ce sentiment anti-français, ont pris le pouvoir, du coup brutalisent leur société, car ils ne sont pas du tout du côté de la démocratie, et ils brutalisent les minorités, font des alliances avec le nouveau visage de Wagner, l'agence russe de mercenaires. Et là, voilà, il y a un ressentiment du monde qui se fédère et qui se fédère contre nous. Mon livre commence et se termine par un appel à la vraie puissance pour moi. La vraie puissance, et nous devons en être fiers, nous avons proclamé des idéaux universels. Et certains peuples, à juste titre, les ont retournés contre nous en disant « vous ne les respectez pas, donc nous, on veut être libres, on veut être égaux, etc. » Mais ces idéaux universels, qui sont ceux de Jean-Jacques Rousseau, qui sont ceux d'Emmanuel Kant, qui sont ceux des déclarations des droits de l'homme, qui sont ceux des Lumières, et que nous avons approfondi, développé. Le meilleur exemple de développement, et qui est toujours actuel, c'est la cause des femmes, qui traverse tous les milieux sociaux et tous les mondes idéologiques et toutes les sociétés. C'est ce moteur de l'égalité des droits, de l'égalité naturelle. Et donc, ces idéaux, nous devons en être fiers, mais nous devons être à la hauteur de ces idéaux. Et comme je l'explique dans le livre, je pense que ce que nous avons comme adversaire en face de nous, c'est l'antithèse de Jean-Jacques Rousseau. Il existe, il a sa statue à Chambéry, en Savoie, qui n'était pas française au moment de la Révolution française et des années après. Il s'appelle Joseph de Maistre, c'est l'anti-Jean-Jacques Rousseau. Et c'est la figure intellectuelle auquel s'est référé Charles Maurras de l'Action française, auquel s'est référé Carl Schmitt, le juriste nazi, parce qu'il y a une tradition intellectuelle de l'autre côté. Et eux, quelle est leur tradition? Eh bien, c'est l'inégalité naturelle. Il n'y a pas d'égalité. Et Joseph de Maistre est le théoricien de ça. D'ailleurs, il y a un passage très célèbre, il dit « Moi, l'homme, je ne le connais pas, ça n'existe pas. » Voilà. Alors, c'est assez drôle, parce qu'en revanche, quand il parle des femmes, il sait ce qu'est l'homme. Là, il sait qu'il y a un homme et que la femme doit lui être inférieure. Et donc, et Joseph de Maistre, je le rappelle, est le théoricien qui est, à ma surprise, là je le cite dans le livre, un journal de la droite conservatrice française comme Le Figaro, aujourd'hui, fait des articles rappelant combien Joseph de Maistre a critiqué l'égalité, a eu raison de critiquer l'égalité. L'égalité, ça a été le moteur de nos émancipations. Je sais que l'histoire démocratique suisse est beaucoup plus longue et qu'elle a 7 siècles et tout. Donc je dis ça, quand je dis nous, je parle pour le continent, mais pour le reste du continent. Mais voilà, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une bataille essentielle autour de cet enjeu. Donc pour répondre à votre question, il faut déjà tenir bon. Tenir bon, comme je dis, c'est la boussole de l'égalité. Et être impitoyable sur tout ce qui blesse ce principe d'égalité, que ce soit à l'échelle du monde, que ce soit dans nos sociétés. Alors, les journalistes ne se risquent peut-être pas à faire des prédictions, mais par contre, ils enquêtent.
C'est ce que vous avez fait durant ces presque 5 décennies d'activité journalistique. Alors, à mi-mars, vous avez quitté la direction de Mediapart, alors la direction à la fois de la rédaction et de l'entreprise. Donc, média d'investigation que vous avez cofondé il y a plus de 15 ans. Vous en restez heureusement pour nous, une signature. Alors, Mediapart, c'est vraiment un succès aujourd'hui. Il y a plus de 130 salariés, 220 000 abonnés. Mediapart est profitable, hein, pas d'endettement, seule recette l'abonnement, pas de subvention, pas d'argent des plateformes, pas de mécènes privés, pas de publicité. C'est d'ailleurs le 3e quotidien en termes d'abonnement numérique, le 3e quotidien national d'information générale en France, hein, derrière le Figaro et le Monde, mais qui tous ont des histoires bientôt centenaires. C'était le bon moment, et pour vous et pour Mediapart, de quitter la direction? Oui, non, mais ça, c'était le projet depuis le début. Bon, Mediapart, c'est un laboratoire. D'ailleurs, ça a beaucoup été débattu dans la profession ici en Suisse. Hein. C'est-à-dire qu'il est issu de la crise du Monde et de la crise de Libération. Il y a une prime au premier, hein, c'est-à-dire que notre succès a aussi des causes chronologiques, hein, c'est-à-dire que nous sommes partis les premiers avec une conviction qui, je vous le rappelle, à l'époque était à rebours de tout ce que disaient tous les médias dans le monde entier qui pensaient que l'information devait être gratuite sur Internet. Et nous sommes partis de la conviction inverse, que l'information avait une valeur et que si on défendait cette valeur, le public suivrait. Alors pour ça, il fallait du contenu qui soit à la hauteur, qui soit original. En ce sens, moi, je ne définis pas Mediapart comme un journal d'investigation. C'est un journal, Mediapart. Hein. Il a des envoyés spéciaux dans le monde, il traite toute l'actualité et avec sa propre hiérarchie. Mais en effet, comme je l'ai toujours défendu, il défend l'idée que la meilleure recette commerciale dans notre métier, c'est d'avoir des informations exclusives. C'est le crieur de journal qui vous dit demandez, lisez, parce qu'il y a des infos qu'il n'y a pas ailleurs. C'est le b.a.-ba du commerce, pas seulement de l'excitation du professionnel, pas seulement du goût du métier, mais c'est de pas être un relais de ce que disent les pouvoirs. C'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque les pouvoirs peuvent communiquer sans nous, hein, grâce au numérique. Donc, Mediapart, on a créé comme un laboratoire pour montrer que, contrairement, et nous vivons peut-être la contre-révolution numérique, contrairement à ce qu'on pouvait croire, le numérique pouvait être un lieu d'amélioration de notre métier, faire un journalisme plus documenté, plus divers, plus approfondi, plus riche, ce qu'on a montré, y compris dans toutes sortes de recettes hein, qui illustrent Mediapart. C'est un succès puisque là, on est en train de vivre notre 14e année consécutive de rentabilité, hein, et une rentabilité avec 98% des recettes, c'est l'abonnement, et comme vous l'avez dit, aucun autre financement, à part des reventes de contenu à la marge, et avec un taux de rentabilité qui est digne de l'industrie du luxe, puisque le résultat net de Mediapart, c'est 15, 16, 17, 18% selon les années. Bon, donc, pourquoi quitter? En fait, nous, les fondateurs, on a voulu continuer notre stratégie de réforme, hein, puisqu'on a voulu montrer qu'on pouvait créer des emplois, qu'il n'y avait pas de fatalité à la crise du métier, que le numérique n'était pas forcément synonyme de précarité, de bas salaire, etc. C'est ce qu'on a montré avec cette entreprise, et entraîner les autres derrière. Du coup, on a voulu aussi, en s'inspirant du Guardian, créer à notre façon une structure non-profit, une structure non lucrative qui... Désormais, il n'y a plus d'actionnaires à Mediapart. C'est cette structure, le Fonds pour une presse libre, qui garde dans un coffre-fort le capital de Mediapart avec une société intermédiaire qui est chargée de garder des réserves. Hein. Mediapart doit faire des réserves, doit être économe et doit avoir une sorte de trésor de guerre, just in case, hein, pour faire face à ce qui peut arriver. Et ce Fonds pour une presse libre et d'intérêt public, donc il peut recevoir des dons qui sont défiscalisés aux 2 tiers, et du coup peut aider, non pas Mediapart, il n'a pas le droit de verser de l'argent à Mediapart, ce serait un conflit d'intérêts, mais aider la profession, aider l'écosystème de la nouvelle presse indépendante. Une fois fait ça, il était important pour moi de justement ne pas m'accrocher, c'est-à-dire d'organiser ce que ne savent pas faire ni les politiques, ni les hommes de pouvoir en général, et encore moins quand on est un peu emblématique d'une histoire. Il fallait l'organiser, il fallait le préparer, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors,
l'histoire de cet organe vivant qu'est Mediapart. Ce n'était pas un choix a priori, fait que la direction éditoriale, c'est un tandem féminin, et la directrice générale est une femme, et ma successrice est une femme. Donc c'est un quatuor féminin, assez rare dans la presse, qui dirige ce journal quotidien. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu faire ça parce que je pense que c'est ça l'accomplissement. La beauté pour nous, notamment mes deux collègues qui étaient avec moi venus du Monde, hein, Laurent Mauduit et François Bonnet, les deux autres cofondateurs. Je dis ça parce que hier, on était à des obsèques de quelqu'un qui était un de mes adjoints au Monde, Jean-Yves Lomo, qui est décédé. Donc ça a fait revivre un peu toute cette histoire d'il y a 20 ans, d'il y a plus de 20 ans. Hein. Et c'était les gens du Monde actuel, que pour une bonne part j'ai embauché, qui étaient là. C'était comme une réunion de famille, hein, où il y avait deux branches qui venaient, la branche qui était restée, et puis une autre branche, c'était un romancier aurait su en dire quelque chose. Mais du coup, je repensais à ça. Nous, ce qui nous est arrivé, et je sens parfois une sorte de décalage avec des gens de mon âge, de ma génération, dans la profession. Nous, on a continué à avancer dans ce métier avec des jeunes. Avec des jeunes. Voilà, des jeunes qui ont 30 ans, 40 ans, voire plus, de moins que nous. Ça nous a bousculés, ça nous a fait comprendre des enjeux nouveaux, y compris par rapport à ce qui traverse la société. Je pense, par exemple, nos révélations sur MeToo et ce que ça signifie, et de comprendre l'importance presque anthropologique, hein, de ce mouvement de société. Et donc c'est aussi ça, l'accomplissement pour moi, c'était que cette vitalité voilà, perdure et fait son chemin. Donc je ne suis pas l'imam caché de Mediapart, hein. Je ne me suis pas mis en retrait pour revenir de l'autre côté. Je serai plus salarié à partir du 31 décembre. Hein. Je continuerai à contribuer et à faire des choses pour Mediapart, mais je ne vais pas m'imposer au compte, comme nous sommes des bons gestionnaires avec un salaire, alors que je peux toucher ma retraite. Et je m'invente une nouvelle vie active dans laquelle il y a Mediapart, mais dans laquelle il y a d'autres choses. Mais vous voyez, ce que je regrette, sur l'histoire de Mediapart, les scoops de Mediapart, les enquêtes de Mediapart, les figures d'investigation, Fabrice Arfi et la figure la plus connue, il y en a d'autres, tout ça est connu comme la vitrine un peu de Mediapart. En revanche, ce que je regrette, c'est que dans les écoles de journalisme, dans les recherches sur le journalisme, il n'y a aucun travail, sauf une fois à l'université de Chicago, à la Business School de l'université de Chicago, où ils ont fait un case study des libéraux. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui gagnent de l'argent en faisant du journalisme? Donc ils ont voulu comprendre. Donc il y a un case study à l'université de Chicago. J'ai été accompagner la présentation. Mais ce qui me désole, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur Mediapart en tant qu'entreprise de presse, y compris dans notre pratique sur les réseaux sociaux, dans l'internalisation de tous les services. 140 salariés aujourd'hui, la moitié seulement de journalistes. Tout est internalisé à Mediapart. Il y a parfois des prestataires, mais il y a tout le travail informatique, tout le travail de traitement des abonnés, tout le travail sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a une culture d'entreprise très spécifique, parce que pour moi, le vrai défi, puisque vous rappeliez les 50 ans, le journalisme, je savais faire. Pour le meilleur et pour le pire, puisque quand on pratique le métier comme je le fais, vous le savez, ça vous vaut quelques noms d'oiseaux et quelques polémiques. Je crois que d'ailleurs, 300 procès, rien que pour les 15 ans de Mediapart. Ça, c'est Mediapart, oui, mais on les gagne. Justement, rien que pour l'époque Mediapart. Oui, ça, il y a une culture juridique aussi à Mediapart. J'ai institué ça, c'est-à-dire que les avocats sont consultés sur les articles sensibles, on discute avant, il y a une pratique, y compris, on a fait évoluer la jurisprudence sur la presse en ligne devant les tribunaux. Mais tout ça pour dire que, en fait, mon défi à Mediapart, et donc du coup la transmission était importante, parce qu'autrement ça voudrait dire que ce serait une entreprise seulement liée à la notoriété des fondateurs. Mon défi était un défi d'entrepreneur. C'est-à-dire que tout le monde me prend pour un journaliste, mais je pense que depuis 20 ans, en fait, je suis un patron. Mais justement, vous avez été pionnier, mais le monde du journalisme fait face à des défis plus nombreux que jamais. Alors, il y a 16 ans, il n'y avait pas encore tout à fait l'intelligence artificielle comme on la connaît maintenant.
ben voilà, tout n'a cessé, le contexte socio-économique n'a cessé de se dégrader, les difficultés économiques des entreprises de presse, la dégradation des conditions de travail, la difficulté de se faire entendre dans la cacophonie des réseaux sociaux pour les journalistes et les entreprises de presse. Alors, vous dites souvent que la réussite de Mediapart, c'est d'avoir initié le journalisme d'impact. Est-ce que c'est un peu la solution à tous ces immenses, ces violents défis auxquels la presse fait face? C'est pas la solution à tout, parce que nous sommes devant des défis incommensurables qui, même à l'échelle d'une nation, d'un État, ne peuvent être réglés. Hein. Alors, à l'échelle d'une nation et d'un État, nous avons le problème, par exemple en France, de naissance de médias de masse qui sont des médias d'opinion, ce qui est un vrai problème en démocratie. Pour moi, je suis de ceux qui pensent que les médias de masse, que j'appelle radio, télévision en accès libre, financés par la publicité, ne peuvent pas être des médias d'opinion. Sinon, c'est-à-dire que opinion est contradictoire avec non, mais information. en fait, on va pas. Ce que je veux dire, moi, ma position, c'est qu'on ne dit pas, tiens, ben, y a une radio-télé qui serait d'extrême droite, on va créer une radio-télé d'extrême gauche. Pourquoi je dis ça? Je vous le résume brutalement. Si on accepte ça, un jour ou l'autre, on a Radio Mille Collines. Le génocide au Rwanda, c'est un milliardaire qui fait une radio très performante, et c'est là que passent les mots qui font que des gens vont tuer leurs voisins 8 mois après. Le transistor dans une main, la machette dans l'autre. Je pense, mais ça, il faudrait un long débat sur de philosophie des médias. Je rappelle que nos démocraties n'ont jamais créé des services publics de la presse papier. La presse papier, vous allez l'acheter, comme vous allez acheter un journal sur le numérique. En revanche, ils ont pensé très tôt des services publics de la radio et de la télévision. Parce qu'ils ont pensé que, justement, on ne peut pas faire confiance uniquement à la logique d'audience s'agissant de médias de masse. Ce qui veut dire, ça c'est les instances de régulation, que pour moi il ne s'agit pas d'amendes sur des médias qui violeraient des lois fondamentales, il s'agit de ne pas permettre qu'il y ait des médias purement d'opinion qui soient des médias de masse. Sinon, et c'est un vrai problème. La démocratie allemande, y compris dans sa loi fondamentale, a réfléchi à ça. Je rappelle qu'Hitler savait utiliser bien le transistor, et je ne suis pas sûr que les médias d'opinion que nous avons en France aujourd'hui pourraient exister de la même manière en Allemagne aujourd'hui. Ça, c'est le problème à l'échelle nationale. Plus la question de la concentration, des industriels extérieurs au métier de l'information, c'est la particularité française. Tous les médias privés français sont aux mains de milliardaires qui ne sont pas des professionnels de nos secteurs, qui ont des intérêts communs, quels que soient, ils se revendent les journaux, qui ont parfois des intérêts familiaux communs, qui vous laisseront faire votre travail tant que vous ne dérangez pas leurs intérêts ou les intérêts de ceux qui les servent. Et là, il y a un vrai problème français de cette concentration qui est à la fois horizontale et verticale, parce que certains ont la manne publicitaire, ce qui est une arme de chantage, aussi bien sur les rédactions que sur les concurrents. Alors, par ailleurs, nous avons un problème à l'échelle européenne et du monde, ce sont les plateformes. Hein. C'est le débat qui a eu lieu à l'Union européenne sur l'acte autour du numérique, hein, autour du digital. C'est le débat qui a eu lieu, mais M. Breton a été éjecté de la nouvelle Commission européenne par rapport à M. Elon Musk, parce que nous avons ça à l'échelle mondiale. Nous avons un homme qui a acheté un réseau social à un prix fou, 44 milliards, de dollars, qui ne peut pas rembourser. D'ailleurs, du coup, les banques qui ont prêté sont bien inquiètes puisque la publicité est partie. Qui est l'homme le plus riche du monde, mais en faisant quoi? Des fusées pour aller sur Mars et des voitures très chères. Et je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et qui, par ailleurs, utilise ce réseau social à l'échelle du monde comme un réseau de propagande. Et je pèse mes mots, issus de l'apartheid sud-africain. Si vous suivez M. Elon Musk sur Twitter, vous verrez qu'il est vraiment... Voilà, il est à l'extrême de notre débat public. Il est raciste, il est xénophobe, il est antisémite. La Maison-Blanche avait même dû, à un moment, intervenir. Il est dans une bulle de science-fiction suprémaciste, masculiniste, avec la conviction que son sperme, s'il se répand sur la planète, va créer une humanité nouvelle, puisqu'il est l'enfant, il est le père de plein de gens par des banques de sperme. Il en est très fier, c'est ce qu'il dit. Non, mais je vous dis ça parce que c'est comme un roman de science-fiction, mais néanmoins, c'est un réseau
qui est au cœur. Je rappelle que si M. Trump gagne la présidentielle, il a promis de lui confier des missions. Et donc, pour revenir à votre question, il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques, des enjeux internationaux, des enjeux de régulation et qui ne dépendent pas que de nous. Toutes les propositions sont sur la table. Il faut de la volonté politique. Et il faut que ce ne soit pas simplement la loi du marché, la loi du plus fort, on en revient au jardin et à la jungle, qui s'impose. Alors le journaliste d'impact, en revanche, ça, je crois à ça. C'est-à-dire que quand vous parliez de la crise de notre profession, nous savons tous que c'est aussi une crise de confiance. Le public doute de nous. Le public est dans une sorte, y compris, c'est agité par des adversaires des principes démocratiques. La haine des médias, ça existe. La haine des journalistes, ça existe. Et moi, je crois que pour reconquérir la confiance du public, il faut montrer au public notre utilité sociale. Il ne s'agit pas simplement de bien faire notre travail. Il faut montrer au public, regardez, on est utile. Je dis souvent, le meilleur compliment qu'on peut faire à Mediapart, et je l'entends, c'est quand on dit « je ne suis pas forcément d'accord avec vous, je suis même vraiment pas de votre bord, mais heureusement que vous existez ». C'est-à-dire des gens qui ont le sentiment que ce que nous publions, ce que nous révélons leur est utile pour inventer eux-mêmes leurs réponses à la situation. Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. Une reportrice de Mediapart, vous savez, notre positionnement éditorial, on n'est pas forcément bien accueilli dans les réunions du Rassemblement national. Et une reportrice, c'était en plus avec une vidéo, couvre un événement du Rassemblement national au moment des dernières élections. Et c'était deux, elles sont interdites de salle. Eh bien, les militants qui attendaient là disent « Ah, mais c'est Mediapart, laissez-les rentrer !» Mais bravo, Mediapart, au fait, Edoui, vous le connaissez, saluez-le de notre part. Des militants d'extrême droite, des électeurs d'extrême droite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Après, je ne les ai pas rencontrés, probablement qu'après, on discuterait de beaucoup d'autres choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'image d'un journal qui est indépendant, d'un journal libre et d'un journal qui est utile. Et du coup, c'est comme ça que les choses bougent. Personne n'est assigné à résidence et des gens peuvent changer de point de vue, évoluer. Je pense que Mediapart, si vous regardez depuis bientôt 17 ans qu'on existe, regardez le nombre d'histoires dans la vie publique française, mais je dirais dans l'espace francophone, que vous n'auriez pas connu sans Mediapart. De l'affaire Bettencourt à l'affaire Cahuzac et à l'affaire Sarkozy. Et là, on a un vrai problème là, qui concerne, quand je dis il faut se faire respecter notre profession. Nicolas Sarkozy est vu comme le sage de la droite française. Il est, en l'état actuel, 2 fois condamné. Et toutes ces affaires sont des affaires traitées et en partie révélées par Mediapart. 2 fois condamné en appel à de la prison. Il est pour l'instant en cours de cassation, mais il était condamné à de la prison. Il est en attente, à partir de janvier, d'un immense procès qui va durer 4 à 5 mois, qui est l'affaire Sarkozy-Kadhafi, révélée par Mediapart, où il est poursuivi pour association de malfaiteurs, ce qui est une version pour les juges français de l'association mafieuse dans leur vision des choses. Et comme vous le savez sans doute, il est également mis en examen pour association de malfaiteurs dans une histoire qu'on a révélée, qui est une manipulation médiatique d'une chaîne d'information en continu, BFM, pour essayer de décrédibiliser des révélations de Mediapart. Et c'était une manipulation totale. C'est la fausse rétractation de Ziad Takieddine. Donc quand vous avez un palmarès comme cela, évidemment, tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive, on est présumé innocent. Mais notre espace public, médiatique, doit dire à M. Sarkozy, écoutez, quand vous aurez réglé vos problèmes avec la justice, on vient vous voir. Mais pour l'instant, vous réglez vos problèmes avec la justice. Et là, on a le spectacle inverse de médias qui l'interrogent, et comme si de rien n'était, le même qui va demander des peines exemplaires pour les délinquants, qui va demander qu'il faut être très très ferme vis-à-vis de l'immigration, qui va demander une politique autoritaire, et ainsi de suite. Et c'est là, pour moi, le journalisme d'impact, c'est le journaliste qui, en étant lui-même à l'origine de découvertes, en étant lui-même l'acteur qui met à l'agenda du débat public des réalités que personne n'avait vues, y compris la justice parfois, eh bien, qui montre son utilité sociale
Et ça, pour moi, c'est professionnellement le chemin que nous devons prendre. Vous regrettez parfois que les journalistes ne soient pas davantage des héros aux yeux de la société en Europe et particulièrement en France, et qu'on n'ait pas des films comme les États-Unis savent en produire où les journalistes, les reporters, les enquêteurs sont des héros. Ce qui veut dire que vous seriez heureux de servir peut-être un jour de personnage. Non, d'abord, il y a. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi finalement les journalistes ne sont pas des héros en Europe, dans le monde du spectacle grand public? Merci beaucoup pour cette question, parce que ça me tient à cœur. Alors, d'abord, précision, hein, il y a des héros malheureux. Hein, et dans l'histoire du journal, en effet, dans la mythologie américaine, il y a un très beau livre de référence, je dis ça pour les étudiants en journalisme, s'appelle Print the Legend, publié par les Cahiers du cinéma, qui était un inventaire un peu de toute la filmographie sur le journalisme aux États-Unis. Aux États-Unis, dans la culture démocratique américaine, le journaliste est un héros ordinaire, c'est-à-dire c'est une figure de comment la société, on en revient aux journalistes d'impact, agit et présente, sauve des causes, permet aux anonymes de se défendre. Et parfois, il est malheureux, et parfois, il affronte des corruptions, et parfois, il tombe, et parfois, il succombe à des tentations. Mais c'est un héros tragique parfois, mais c'est un héros démocratique. Alors, pour moi, ça renvoie à une culture démocratique, et c'est aussi vieux que de la démocratie en Amérique de Tocqueville, où la démocratie se fonde par en bas. Et elle n'est pas uniquement les institutions par en haut. Et je pense, en tout cas parlant de la France, qu'en France, nous avons un vrai problème d'une faible culture démocratique, d'une démocratie, pour moi, de basse intensité, qui est très ramenée à l'État, au pouvoir d'État, qui est très liée à une longue durée d'empreinte monarchique qui a été sauvée par Napoléon Ier et le bonapartisme, et que vous avez sous les yeux avec notre présidentialisme, où l'élection d'un seul, le pouvoir d'un seul confisque la volonté de tous, y compris en oubliant même des repères démocratiques élémentaires. Et du coup, le pendant de ça, c'est qu'en effet, je le vois même par rapport au nom d'oiseau ou aux polémiques qui accompagnent mon itinéraire ou aux polémiques qui ont accompagné Mediapart. C'est-à-dire, nous sommes populaires, hein, il n'y a aucune plainte dans ce que je dis, mais le monde politique, comme une bonne partie du monde médiatique qui est à l'image du monde politique, ne nous héroïse pas, il préfère nous diaboliser. Voilà. Et ça, c'est... voilà. Moi, c'est une très vieille expérience pour moi. En 85, je vais avoir 33 ans, et je suis rubricard police au Monde, et voilà, c'est le mois d'août, et hop, on me met sur l'attentat qui a eu lieu aux Antipodes, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ce navire amiral du mouvement Greenpeace, dont je vais révéler que c'est un attentat des services secrets français sur ordre des services Action. Et 30 ans après, vous pouvez trouver la vidéo en ligne, je vais aboutir comme un vieux shérif qui cherche depuis longtemps, Reward, Wanted, etc. Je vais faire l'outing et l'entretien de l'officier le plus gradé, le colonel Kister, qui pose la bombe sur la Rainbow Warrior et qui va faire ses excuses au peuple néo-zélandais, à la famille du photographe qui a été tué et qui est devenu un ami. Hein. On est des deux côtés de la barricade, lui du secret d'État et moi de l'autre côté. Mais j'en reviens en 85. En 85, donc avec une grande inconscience, puisque j'affronte le ministère de la Défense, les services secrets et la présidence de la République. Bon, avec une grande inconscience, je fais mon boulot. Ça aboutit à la démission du ministre du ministre de la Défense et du chef des services secrets. Présidentialisme, monarchie élective oblige, ça s'arrête et M. Mitterrand n'est jamais mis en cause, même jamais questionné, alors que c'est évidemment lui le premier responsable. Mais à l'époque, c'est un événement mondial et c'est une histoire. Greenpeace est très connu. Il y a des gens du monde entier qui viennent. Et à l'époque, dans la presse française, c'est la chasse à mes sources. Qui a manipulé Plenel ? Alors, Le Figaro fait une campagne totalement manipulée pour dire que ce que j'ai révélé n'existe pas, avec un mercenaire, oublions-le. Voilà. Libération dit qui est derrière Plenel, quoi. Voilà.
Et là, je vois à l'inverse une presse internationale, et donc je m'en souviendrai toujours, quelqu'un qui s'appelait Pierre Salinger, qui avait travaillé avec John Fitzgerald Kennedy, qui est une figure de ABC. Good story. Il vient, il dit, peu importe, vous l'avez eu. Je ne vais pas vous demander secret des sources. Ça, ce qui est important, c'est est-ce que c'était une bonne histoire? Est-ce qu'elle tient la route? Ben oui, elle tenait la route, la preuve. Et là, j'ai vécu à cette époque-là ce contraste. Hein, et là, pour répondre en clair, je suis toujours long dans mes réponses, excusez-moi, mais au fond, c'est une question de culture démocratique. C'est-à-dire que la réponse, elle est de notre côté. Est-ce que nous veillons à notre culture démocratique? Vous avez le paysage français depuis ces quelques derniers mois, c'est celui d'une présidence qui n'a pas de culture démocratique. Hein, au-delà, ce n'est pas un jugement moral, c'est qu'il ne s'empêche de rien. Voilà. Donc une culture démocratique, ben, c'est un respect, un dialogue, une conversation, un équilibre. Et là, on n'a pas ça. Dites-nous encore ce qui vous a poussé dans les bras du journalisme adolescent à 20 ans. Et puis ensuite, je ferai circuler le micro dans la salle. Je ne sais pas, je pense... En fait, alors, je signale quand même que vous avez commencé dans un média d'opinion. Oui, non, mais je suis de ma génération, hein, j'ai 72 ans, c'était banal dans les années, fin des années 60. Moi, j'arrive à Paris en 18 ans, en 1970. Je suis un breton d'outre-mer, hein, je viens d'ailleurs. Et les années 70, c'était banal d'être dans les engagements de cette époque. Hein. Moi, on me le rappelle toujours parce que j'en ai rendu compte. Mais quand on interroge Serge July, on ne lui rappelle pas qu'il a été maoïste et qu'il a écrit des choses terrifiantes qu'il aurait du mal à assumer aujourd'hui. Bon, moi, j'ai raconté, j'assume d'avoir choisi intellectuellement ce que j'aime appeler l'opposition de gauche au stalinisme, ce qui renvoie à une certaine logique, hein, de ne pas être aveuglé et de pouvoir vouloir que le monde change, mais de ne pas accepter le mensonge ou l'imposture au nom de ce changement. Mais pour revenir à votre question sur personnellement, du coup, c'est vrai, j'ai découvert le journalisme dans ce contexte, et ensuite j'ai fait de ce métier un engagement démocratique et non pas partisan. La preuve, c'est que j'ai dérangé tous les courants politiques possibles. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous verrez que les dernières révélations de Mediapart sur le mouvement La France Insoumise font que l'une de ces figures, une députée, dit que je suis à la CIA. Donc, vous voyez, mais c'était déjà un rêve d'enfance. Voilà. Alors voilà, le rêve d'enfance, en fait, je pense que le petit secret, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. En fait, bon, le hasard en bon élève, c'est que je fais aussi bien des études littéraires que des études de maths, mais j'ai eu une vraie passion de jeunesse quand j'étais en Algérie, et ça aurait pu être ça qui me prenne. En fait, c'était l'archéologie. En fait, et j'ai fait les derniers chantiers de fouilles sur l'époque berbéro-romaine en Algérie, que ce soit à Tipaza ou à Tébessa, j'y ai participé avec quelqu'un qui s'appelle Mounir Bouchnaki, qui a été longtemps ensuite à l'UNESCO. Et en fait, voilà, j'aimais fouiller. J'aimais fouiller. Alors, j'ai aimé fouiller le passé. Bah, du coup, j'ai été amené à fouiller le présent. Il n'y a que le futur où là, je suis un peu impuissant. Il faut de la volonté politique. Et il faut que ce ne soit pas simplement la loi du marché, la loi du plus fort, on en revient au jardin et à la jungle, qui s'impose. Alors le journaliste d'impact, en revanche, ça je crois à ça. C'est-à-dire que quand vous parliez de la crise de notre profession, nous savons tous que c'est aussi une crise de confiance. Le public doute de nous. Le public est dans une sorte, y compris, c'est agité par des adversaires des principes démocratiques. La haine des médias, ça existe. La haine des journalistes, ça existe. Et moi, je crois que pour reconquérir la confiance du public, il faut montrer au public notre utilité sociale. Il ne s'agit pas simplement de bien faire notre travail. Il faut montrer au public, regardez, on est utile. Je dis souvent, le meilleur compliment qu'on peut faire à Mediapart, et je l'entends, c'est quand on dit « je ne suis pas forcément d'accord avec vous, je suis même... vraiment pas de votre bord. Mais heureusement que vous existez. » C'est-à-dire des gens qui ont le sentiment que ce que nous publions, ce que nous révélons leur est utile pour inventer eux-mêmes leurs réponses à la situation. Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. Une reportrice de Mediapart, vous savez, notre positionnement éditorial, on n'est pas forcément bien accueilli dans les réunions du Rassemblement national.
Et une reportrice, c'était en plus avec une vidéo, couvre un événement du Rassemblement national au moment des dernières élections. Et c'était deux, elles sont interdites de salle. Eh bien, les militants qui attendaient là disent « Ah, mais c'est Mediapart, laissez-les rentrer !» Mais bravo, Mediapart, au fait, Edoui, vous le connaissez, saluez-le de notre part. Des militants d'extrême droite, des électeurs d'extrême droite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Après, je ne les ai pas rencontrés, probablement qu'après, on discuterait de beaucoup d'autres choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'image d'un journal qui est indépendant, d'un journal libre et d'un journal qui est utile. Hein. Et du coup, c'est comme ça que les choses bougent. Personne n'est assigné à résidence et des gens peuvent changer de point de vue, évoluer. Je pense que Mediapart, si vous regardez depuis bientôt 17 ans qu'on existe, regardez le nombre d'histoires dans la vie publique française, mais je dirais dans l'espace francophone, que vous n'auriez pas connu sans Mediapart. De l'affaire Bettencourt à l'affaire Cahuzac et à l'affaire Sarkozy. Et là, on a un vrai problème là, qui concerne, quand je dis il faut se faire respecter notre profession, Nicolas Sarkozy est vu comme le sage de la droite française. Il est, en l'état actuel, 2 fois condamné. Toutes ces affaires sont des affaires traitées et en partie révélées par Mediapart, 2 fois condamné en appel à de la prison. Il est pour l'instant en cours de cassation, mais il était condamné à de la prison. Il est en attente, à partir de janvier, d'un immense procès qui va durer 4 à 5 mois, qui est l'affaire Sarkozy-Kadhafi, révélée par Mediapart, où il est poursuivi pour association de malfaiteurs, ce qui est une version pour les juges français de l'association mafieuse dans leur vision des choses. Et comme vous le savez sans doute, il est également mis en examen pour association de malfaiteurs dans une histoire qu'on a révélée, qui est une manipulation médiatique d'une chaîne d'information en continu, BFM, pour essayer de décrédibiliser des révélations de Mediapart. Et c'était une manipulation totale. C'est la fausse rétractation de Ziad Takieddine. Donc quand vous avez un palmarès comme cela, évidemment, tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive, on est présumé innocent. Mais notre espace public, médiatique, doit dire à M. Sarkozy, écoutez, quand vous aurez réglé vos problèmes avec la justice, on vient vous voir. Mais pour l'instant, vous réglez vos problèmes avec la justice. Et là, on a le spectacle inverse de médias qui l'interrogent, et comme si de rien n'était, le même qui va demander des peines exemplaires pour les délinquants, qui va demander qu'il faut être très très ferme vis-à-vis de l'immigration, qui va demander une politique autoritaire, et ainsi de suite. Et c'est là, pour moi, le journalisme d'impact, c'est le journaliste qui, en étant lui-même à l'origine de découvertes, en étant lui-même l'acteur qui met à l'agenda du débat public des réalités que personne n'avait vues, y compris la justice parfois, eh bien, qui montre son utilité sociale. Et ça, pour moi, c'est professionnellement le chemin que nous devons prendre. Vous regrettez parfois que les journalistes ne soient pas davantage des héros aux yeux de la société en Europe et particulièrement en France, et qu'on n'ait pas des films comme les États-Unis savent en produire, où les journalistes, les reporters, les enquêteurs sont des héros. Ce qui veut dire que vous seriez heureux de servir peut-être un jour de personnage. Non, d'abord, il y a. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi finalement les journalistes ne sont pas des héros en Europe, dans le monde du spectacle grand public? Merci beaucoup pour cette question, parce que ça me tient à cœur. Alors, d'abord, précision, hein, il y a des héros malheureux. Hein, et dans l'histoire du journal, en effet, dans la mythologie américaine, il y a un très beau livre de référence, je dis ça pour les étudiants en journalisme, qui s'appelle Print the Legend, publié par les Cahiers du cinéma, qui était un inventaire un peu de toute la filmographie sur le journalisme aux États-Unis. Aux États-Unis, dans la culture démocratique américaine, le journaliste est un héros ordinaire, c'est-à-dire c'est une figure de comment la société, on en revient aux journalistes d'impact, agit et présente, sauve des causes, permet aux anonymes de se défendre, et parfois il est malheureux, et parfois il affronte des corruptions, et parfois il tombe, et parfois il succombe à des tentations, mais c'est un héros tragique parfois, mais c'est un héros démocratique. Alors, pour moi, ça renvoie à une culture démocratique, et c'est aussi vieux que de la démocratie en Amérique de Tocqueville, où la démocratie se fonde par en bas. Et elle n'est pas uniquement les institutions par en haut.
Et je pense, en tout cas parlant de la France, qu'en France, nous avons un vrai problème d'une faible culture démocratique, d'une démocratie, pour moi, de basse intensité, qui est très ramenée à l'État, au pouvoir d'État, qui est très liée à une longue durée d'empreinte monarchique qui a été sauvée par Napoléon Ier et le bonapartisme, et que vous avez sous les yeux avec notre présidentialisme, où l'élection d'un seul, le pouvoir d'un seul confisque la volonté de tous, y compris en oubliant même des repères démocratiques élémentaires. Et du coup, le pendant de ça, c'est qu'en effet, je le vois même par rapport au nom d'oiseau ou aux polémiques qui accompagnent mon itinéraire ou aux polémiques qui ont accompagné Mediapart. C'est-à-dire, nous sommes populaires, hein, il n'y a aucune plainte dans ce que je dis, mais le monde politique, comme une bonne partie du monde médiatique qui est à l'image du monde politique, ne nous héroïse pas, il préfère nous diaboliser. Voilà, et ça, c'est... voilà, moi, c'est une très vieille expérience pour moi. En 85, je vais avoir 33 ans, et je suis rubricard police au Monde, et voilà, c'est le mois d'août, et hop, on me met sur l'attentat qui a eu lieu aux Antipodes, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ce navire amiral du mouvement Greenpeace, dont je vais révéler que c'est un attentat des services secrets français sur ordre des services Action. Et 30 ans après, vous pouvez trouver la vidéo en ligne, je vais aboutir comme un vieux shérif qui cherche depuis longtemps, Reward, Wanted, etc. Je vais faire l'outing et l'entretien de l'officier le plus gradé, le colonel Kister, qui pose la bombe sur le Rainbow Warrior et qui va faire ses excuses au peuple néo-zélandais, à la famille du photographe qui a été tué et qui est devenu un ami. Hein. On est des deux côtés de la barricade, lui du secret d'État et moi de l'autre côté. Mais j'en reviens en 85. En 85, donc avec une grande inconscience, puisque j'affronte le ministère de la Défense, les services secrets et la présidence de la République. Bon, avec une grande inconscience, je fais mon boulot. Ça aboutit à la démission du ministre des Affaires, du ministre de la Défense et du chef des services secrets. Présidentialisme, monarchie élective oblige, ça s'arrête et M. Mitterrand n'est jamais mis en cause, même jamais questionné, alors que c'est évidemment lui le premier responsable. Mais à l'époque, c'est un événement mondial et c'est une histoire. Greenpeace est très connu. Il y a des gens du monde entier qui viennent. Et à l'époque, dans la presse française, c'est la chasse à mes sources. Qui a manipulé Plenel ? Alors, Le Figaro fait une campagne totalement manipulée pour dire que ce que j'ai révélé n'existe pas, avec un mercenaire... oublions-le, voilà. Libération dit qui est derrière Plenel, quoi, voilà. Et là, je vois à l'inverse une presse internationale, et dont je m'en souviendrai toujours, quelqu'un qui s'appelait Pierre Salinger, qui avait travaillé avec John Fitzgerald Kennedy, une figure de ABC. Good story. Il vient, il dit, peu importe, vous l'avez eu. Je ne vais pas vous demander le secret des sources. Ça, ce qui est important, c'est est-ce que c'était une bonne histoire ? Est-ce qu'elle tient la route ? Ben oui, elle tenait la route. La preuve. Et là, j'ai vécu à cette époque-là ce contraste. Hein, et là, pour répondre en clair, je suis toujours long dans mes réponses, excusez-moi, mais au fond, c'est une question de culture démocratique. C'est-à-dire que la réponse, elle est de notre côté. Est-ce que nous veillons à notre culture démocratique ? Vous avez le paysage français depuis ces quelques derniers mois, c'est celui d'une présidence qui n'a pas de culture démocratique. Hein, au-delà, ce n'est pas un jugement moral, c'est qu'il ne s'empêche de rien. Voilà. Donc une culture démocratique, c'est un respect, un dialogue, une conversation, un équilibre. Et là, on n'a pas ça. Dites-nous encore ce qui vous a poussé dans les bras du journalisme adolescent à 20 ans. Et puis ensuite, je ferai circuler le micro dans la salle. Je ne sais pas, je pense... En fait, alors, je signale quand même que vous avez commencé dans un média d'opinion. Oui, non, mais je suis de ma génération, hein, j'ai 72 ans, c'était banal dans les années, fin des années 60. Moi, j'arrive à Paris en 18 ans, en 1970. Je suis un breton d'outre-mer, hein, je viens d'ailleurs. Et les années 70, c'était banal d'être dans les engagements de cette époque. Hein. Moi, on me le rappelle toujours parce que j'en ai rendu compte. Mais quand on interroge Serge July, on ne lui rappelle pas qu'il a été maoïste et qu'il a écrit des choses terrifiantes.
qu'il aurait du mal à assumer aujourd'hui. Bon, moi, j'ai raconté, j'assume d'avoir choisi intellectuellement ce que j'aime appeler l'opposition de gauche au stalinisme, ce qui renvoie à une certaine logique, de ne pas être aveuglé et de pouvoir vouloir que le monde change, mais de ne pas accepter le mensonge ou l'imposture au nom de ce changement. Mais pour revenir à votre question sur personnellement, du coup, c'est vrai, j'ai découvert le journalisme dans ce contexte, et ensuite j'ai fait de ce métier un engagement démocratique et non pas partisan. La preuve, c'est que j'ai dérangé tous les courants politiques possibles. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous verrez que les dernières révélations de Mediapart sur le mouvement La France Insoumise font que l'une de ses figures, une députée, dit que je suis à la CIA. Donc, vous voyez, mais c'était déjà un rêve d'enfance. Voilà. Alors voilà, le rêve d'enfance, en fait, je pense que le petit secret, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. En fait, bon, le hasard en bon élève, c'est que je faisais aussi bien des études littéraires que des études de maths, mais j'ai eu une vraie passion de jeunesse quand j'étais en Algérie, et ça aurait pu être ça qui me prenne. En fait, c'était l'archéologie. En fait, et j'ai fait les derniers chantiers de fouilles sur l'époque berbéro-romaine en Algérie, que ce soit à Tipaza ou à Tébessa, j'y ai participé avec quelqu'un qui s'appelle Mounir Bouchnaki, qui a été longtemps ensuite à l'UNESCO. Et en fait, voilà, j'aimais fouiller. J'aimais fouiller. Alors, j'ai aimé fouiller le passé. Bah, du coup, j'ai été amené à fouiller le présent. Il n'y a que le futur où là, je suis un peu impuissant. On va s'arrêter là pour que Edwy Plenel ait le temps de prendre un petit sandwich avant de repartir prendre son train pour Sierre. Bon. Ceux qui ont envie encore de poursuivre la discussion, alors il y a quelques minutes ici, mais sinon, n'hésitez pas. Et il sera à Sierre dans les rencontres Orient-Occident à 17h et puis toute la soirée. Sinon, c'est le moment de vous remercier infiniment. Madame, Monsieur, merci de votre présence. Et puis Edwy Plenel, merci infiniment pour votre intervention ce midi ici au CFJM. Ah non, merci de votre écoute. Merci.